C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la dernière étape du voyage du pape en Algérie. Léon XIV était à Annaba, sur les traces de Saint-Augustin. Il s'est recueilli sur les lieux où le saint avait été ordonné évêque. Un moment d'émotion avant de partir au Cameroun. Le pays s'y prépare. Reportage à Yaoundé dans ce journal. Le Bénin a un nouveau président, Romuald Wadini. Il était le ministre de l'économie et des finances de Patrice Talon et le candidat de la majorité. Sans surprise, il a été élu avec plus de 94% des voix. Son portrait et les réactions à Cotonou à suivre dans cette édition. Et à la fin de ce journal, nous irons dans l'est de la République démocratique du Congo où un échographe portable, une simple sonde connectée à un smartphone permet aux sages-femmes de réaliser des échographies fiables en toutes circonstances. Reportage à suivre. Les larmes du pape à Annaba, dans l'est algérien. Léon XIV s'est montré très ému alors qu'il se recueillait sur les lieux où Saint-Augustin avait été ordonné évêque. La deuxième étape de son voyage historique en Algérie a été marquée par cette émotion et clôturée par une messe. Florent Rodeau. Pour Léon XIV, c'est un retour aux sources. À Annaba, le pape marche désormais dans les pas de Saint-Augustin. Dans la basilique, après avoir remercié ses hôtes en français, merci à chacun pour l'accueil qui m'était réservé ces jours-ci. Le pape de 70 ans donne sa toute première messe sur le sol algérien. L'occasion de rendre grâce à celui qui l'a inspiré dès son plus jeune âge. Dieu a illuminé l'intelligence d'Augustin des pures clartés de la foi. Qu'il vous remplisse de sa lumière. Amen. Il y a plus de 1500 ans, la ville d'Annaba était romaine et s'appelait Hippone. En sa qualité d'évêque, Saint-Augustin y a diffusé sa pensée, qui a permis d'intégrer au christianisme une partie de l'héritage grec et romain. Avant cette page plus personnelle, le souverain pontife s'est rendu dans une maison d'accueil pour personnes âgées démunies, majoritairement musulmanes, mais prises en charge par des religieuses catholiques. Oui, le cœur de Dieu est déchiré par la guerre, la violence, l'injustice et le mensonge. Le cœur de notre Père n'est pas avec les malfaisants, les arrogants ou les orgueilleux. Le cœur de Dieu est avec les petits, les humbles. C'est avec eux qu'il bâtit son royaume d'amour et de paix, jour après jour. D'ores et déjà historique, cette toute première venue d'un pape en Algérie se déroule sous haute sécurité au lendemain d'un double attentat suicide à Blida, à 1 heure de route d'Alger. Un événement sur lequel les autorités algériennes sont restées pour l'heure muettes. Léon XIV quittera l'Algérie mercredi matin direction le Cameroun, deuxième étape de sa tournée africaine avant l'Angola et la Guinée équatoriale. Et c'est le Cameroun qui se prépare désormais à recevoir le souverain pontife. Léon XIV sera dans le pays du 15 au 18 avril prochain. Il se rendra dans 3 villes du pays. Yaoundé, la capitale, Douala, le poumon économique du pays, et Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Léon XIV est le 3e pape à se rendre au Cameroun. Reportage de nos correspondants Marcel Amoko, Richard Tesso et Jires Ngana. Des prières pour se préparer à la visite prochaine du pape Léon XIV. À la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, des fidèles comme Daniel assistent à la messe quotidienne avec en tête le voyage que le souverain pontife s'apprête à effectuer au Cameroun. Jésus dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc l'arrivée du pape au Cameroun représente l'arrivée de Jésus. Moi personnellement, je reçois Jésus. Quand le pape vient là, c'est ma joie, c'est la joie du Cameroun. On reçoit le pape dans la prière. Pendant ce temps, dans la boutique de souvenirs de la cathédrale, les affaires vont bon train. Les chrétiens se bousculent pour se procurer ce pain conçu spécialement pour le séjour du souverain pontife. Josiane a dû débourser 15 000 francs CFA, environ 23 €, pour acquérir son exemplaire. Je suis venue me procurer, acheter le pain de la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Je vais coudre un cabas, style Vierge Marie. D'ici le 15, j'aurai déjà mon pain sur moi.
Dans les rues de Yaoundé, la visite du pape s'affiche sur les panneaux et fait l'objet de toutes les conversations. Des Camerounais qui nourrissent l'espoir qu'elle pourra apaiser les cœurs et contribuer à la résolution des nombreuses crises que traverse le pays. Nous souhaitons tous qu'il prie pour la bonne marche de ce pays, pour la bonne marche politique, économique, surtout que la paix règne dans ce pays et surtout que les autorités de ce pays sachent qu'ils sont là pour le peuple. Le pape Léon XIV est attendu au Cameroun le 15 avril prochain pour un séjour de 3 jours qui le conduira à Yaoundé, Douala et Bamenda. Sans grande surprise, Romuald Wadini a été élu président du Bénin. Proche de Patrice Talon, il était son ancien ministre de l'économie et des finances et candidat de la majorité. Son portrait signé est Gaël Fonseca. Sa victoire est écrasante avant même la fin du dépouillement. 4 252 347 voix, soit 94,05%. Romuald Wadani, l'ancien ministre des Finances du Bénin, le candidat de la majorité, vient d'être élu président du pays. Un scrutin sans surprise. Son unique rival, l'opposant modéré Paul Ungpe, avait lui-même reconnu sa défaite lundi après-midi et le principal parti d'opposition, les démocrates, était absent de l'élection. Au contraire, Romuald Wadani a, lui, multiplié les meetings jusqu'à 6 par jour. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Ce technocrate discret avait été adoubé par le président sortant Patrice Talon. Diplômé de l'école supérieure de Grenoble et de Harvard, il se présente comme un réformateur mais aussi un stabilisateur. Au ministère de l'économie depuis 10 ans, il a divisé le déficit par 3. Le Bénin est devenu le bon élève d'Afrique de l'Ouest pour les investisseurs internationaux avec une croissance dépassant les 6%. Sa campagne s'est concentrée sur les projets de développement, l'accès aux soins et le soutien aux jeunes. Nos efforts collectifs ces dizaines d'années nous permettent, chers jeunes, d'avoir maintenant un peu plus de force, un peu plus de moyens pour aller plus loin. Son septennat ne sera pas qu'économique. Le nouveau président devra lutter contre la hausse des violences djihadistes dans le nord du pays. Les défenseurs des droits humains scruteront aussi ses méthodes de gouvernement après les dérives autoritaires de son prédécesseur Patrice Talon. Sous son mandat, plusieurs opposants ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Et vous l'avez entendu, Romuald Wadini a remporté la présidentielle avec près de 95% des voix, des résultats qui ont été publiés dans la nuit de lundi à mardi. Écoutez ses réactions au micro de notre correspondante Emmanuelle Soji. Je suis très contente parce que ça fait partie de la démocratie. Voilà, il y a 10 ans, vient de s'écouler avec notre cher Patrice Talon. Normalement, voilà, c'est encore un nouveau départ. C'est un président jeune qui a été élu et je crois qu'il va faire beaucoup de choses pour la jeunesse béninoise et que les jeunes soient vraiment insérés dans tous les secteurs d'activité afin que les jeunes ne soient plus victimes du chômage. Personnellement, je me suis dit que c'est une continuité de ce que l'ancien président a commencé parce que j'ai vu le travail qu'il a fait avant de partir. Et c'est que le nouveau président peut continuer encore sur cette lancée. Ce que nous lui demandons lorsqu'il sera officiellement au pouvoir, c'est qu'il fasse rentrer les exilés et qu'il libère les prisonniers politiques. Ce nouveau rassemblement de soutien au journaliste franco-tunisien Mourad Zeridi, il a été condamné en janvier à 3 ans et demi de prison pour blanchiment d'argent. Le rassemblement s'est tenu devant la Cour d'appel de Tunis. Le procès a été reporté au 18 avril prochain sur demande de la défense. Ses soutiens réclament sa liberté et dénoncent une affaire politique qui réprime la liberté d'expression. Écoutez. Il n'est plus question qu'il reste en prison. Là, ça va faire bientôt 23 mois qu'il croupit en prison sans aucune justification. 8 mois qu'il a passé sous le décret 54. Et là, ça fait 1 an et 4 mois qu'il est en prison pour une affaire qui n'a pas de sens, qui est une affaire de blanchiment d'argent. Nous savons tous que le crime originel de Mourad, c'est la liberté d'expression. Et donc pour nous, les accusations de blanchiment d'argent ne tiennent pas. Ce qui est terrible, c'est que c'est devenu l'argument aujourd'hui en Tunisie pour réprimer la liberté de la presse et la liberté d'expression.
Voilà ce jugement qui se déroule dans un contexte difficile. Hier, l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, relâchée en novembre après avoir purgé 1 an et demi de prison, a de nouveau été condamnée en appel à 18 mois de prison pour une autre affaire liée à ses déclarations. Elle avait été condamnée en première instance à 2 ans de prison dans cette même affaire. Le syndicat des journalistes a dénoncé un acharnement judiciaire. Pour finir, on part dans l'est de la République démocratique du Congo, où une petite technologie peut sauver la vie de milliers de femmes. Un échographe portable, une simple sonde connectée à un smartphone, permet désormais aux sages-femmes de réaliser des échographies fiables et de sauver des vies. Reportage de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula et Fidel Kitsa. Dans une main, l'infirmier tient une sonde connectée à une application mobile. Dans l'autre, son téléphone portable. Et sur l'écran, l'image du bébé de la patiente. Regarde, juste au milieu, là, l'enfant est en train de faire des mouvements. Il va bien. Pour les équipes du centre de santé de Lubango à Goma, cette technologie a révolutionné les consultations prénatales. Avant, seul un stéthoscope permettait d'écouter le cœur du bébé. À 7 mois de grossesse, Grace fait sa toute première échographie et découvre son bébé. Je suis venue faire cette échographie pour savoir si mon bébé se porte bien, dans quelle position il se trouve, comment il respire. L'infirmier m'a dit que mon bébé se porte très bien, qu'il est bien positionné dans mon ventre. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour être rassurée. Cette échographie, Grace n'aurait pas pu la faire dans un hôpital à cause des prix trop élevés. 10 $ l'examen, inaccessible pour une grande majorité des familles de la province du Nord Kivu touchées par la guerre. Ici, avec cet échographe portable, la consultation est gratuite. Résultat, les patientes affluent dans la salle d'attente. Par jour, les équipes médicales reçoivent en moyenne 10 femmes enceintes. On a fait l'échographie. On est vraiment à mesure de détecter une anomalie qui arrive au niveau de l'extraction du placenta et on oriente la mère avant l'état à l'hôpital. C'est une grande réponse à notre population. Puisque depuis que nous avons commencé à faire cette échographie, nous avons également les cas de décès ont diminué. Puisqu'il y a des mamans qui viennent même des autres aires de santé. Le taux de mortalité maternelle en République démocratique du Congo est l'un des plus élevés au monde. 3 femmes meurent toutes les heures de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, selon les organisations humanitaires. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.